Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Il a habillé le pape, Lady Gaga et Diane Keaton dans Annie Hall de Woody Allen. Il a éclairé de néon la statue d'Henri IV à Paris et illustré le Petit Larousse. Enfin, ces anges dessinés à la craie sont devenus sa signature, porteur d'espoir et de poésie. Aujourd'hui, je reçois un iconoclaste hors pair, un avant-gardiste insatiable, Jean-Charles de Castelbajac. Jean-Charles de Castelbajac, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. Quel joli titre, iconoclaste, insatiable. Ouais, ou avant-gardiste, insatiable. Voilà, mais il y a beaucoup de qualificatifs. Vous êtes là pour nous parler de ce livre, je le montre. Oui, Fashion, Art and Rock'n'Roll. Oui, 3 mots pour résumer presque 50 ans de carrière. C'est les mots qui vous définissent le mieux? Disons que ça cristallise ce qui a été le sens de ma vie, hein. Fashion, parce que c'est la convergence de tout, c'est un médium tout à fait extraordinaire qui fait venir l'art, la musique, le partage, le cinéma. Et puis rock'n'roll, parce que quand j'étais un jeune homme de 17 ans à Limoges, un jour j'ai entendu les Yardbirds sur un transistor et je me suis dit qu'est-ce que je fais à Limoges? Et je suis parti à Londres. Et vous êtes toujours rock'n'roll. Voilà, et art, parce que l'art c'est le trouble. Hein, très souvent on pense que l'art c'est la beauté. Mais pour moi, l'art, c'est le trouble. Quand j'étais à 18 ans devant un tableau de Rothko, une abstraction, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà. C'est ce sentiment qui vous pousse à créer. Voilà. Alors avant de continuer à en parler ensemble, on va regarder un aperçu de ce livre dont le lancement a été fait ici à Paris, à la librairie La Une. On regarde ensemble. Je plonge à l'envers, attiré par l'extase. Un tourbillon vert illumine les sirènes. Le reflet des flambeaux dans du vomi turquoise. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Oh, la fête foraine. On y est là dans le rock'n'roll. Ah oui, on y est totalement, ouais. Alors vous dédiez ce livre aux chevaliers de demain, jeunes artistes, designers, esprit libre. Vous leur conseillez de ne jamais abandonner et d'apprendre de l'histoire. Et justement, un peu plus loin dans le livre, on découvre que vos premiers vêtements venaient, comme vous le dites, du Moyen-Âge. Ça vient d'où cette fascination pour l'histoire? J'ai toujours aimé l'histoire. L'histoire m'a porté quand j'étais jeune, pensionnaire et tout. J'étais habité par les histoires épiques du Moyen-Âge, par l'idée des héros, en fait. Hein. D'ailleurs, à partir de l'âge de 17 ans, je me suis dit, quand on me demandait qu'est-ce que je voulais faire comme métier, je disais héros. C'était une idée complètement utopique. Mais le Moyen-Âge, parce qu'il y avait cette espèce de dénuement, de simplicité, de minimalisme, et puis de ce sentiment d'épique. Hein. Et c'est pour ça que je pense que mes couleurs viennent du Moyen-Âge aussi. Les couleurs héraldiques, le rouge, le bleu, le jaune, que je n'ai jamais quitté depuis maintenant 4 décennies. Et on les retrouve sur le plateau, vous avez vu ça? Il y a, par exemple, dans la crypte de Notre-Dame, dans le trésor, il y a typiquement un vêtement du Moyen-Âge qui est un super t-shirt du XIIe siècle, comme dis-je, du XIe siècle, qui est du XIIe, qui est la chasuble de Saint-Louis. Et c'est d'une simplicité extrême, avec une force incroyable. C'est pour ça que j'ai fait toujours mes vêtements en coupe à plat. Hein, vous savez, il y a une manière de construire les vêtements avec des épaulettes. Moi, j'ai construit mes vêtements comme des kimonos, comme des drapeaux en quelque sorte. Mais puisqu'on parle de vos débuts, quand vous avez 17 ans, on découvre aussi, en tout cas moi j'ai découvert, que tout a commencé avec une couverture. Racontez-nous. Oui, parce que vous savez, au pensionnat, on n'a pas de nounours, on n'a pas d'objets transitionnels, mais on a une couverture. Hein, et cette couverture, elle est un peu... C'est ce que m'a dit un jour Charles Schulz, qui a dessiné Snoopy. Il m'appelait Linus, parce que Linus ne quitte jamais sa couverture. Et moi, j'avais cette couverture rayée, vous savez, 3 bandes marron. Et lorsque ma mère m'a suggéré de faire de la mode, parce qu'elle était un peu inquiète de ma destinée, je traînais entre les beaux-arts et des aventures un peu rock'n'roll, j'ai décidé de faire un acte un peu iconoclaste, qui était de couper ma couverture de pensionnaire,
et d'en faire un manteau en quelque sorte. Et c'est devenu un vêtement, je dirais légendaire, parce que j'aimais toujours cette idée d'appropriation. J'aimais les matières qui n'étaient pas sophistiquées, j'aimais les serpillères, j'aimais la bande velpeau, j'aimais les gazes de chirurgien, et j'adorais leur donner une nouvelle vie. Et très vite, la mode rime avec l'art. On en a parlé un peu au début de l'émission. Pour vous, il n'y avait pas de choix à faire? Non, dès le départ, très sincèrement, j'ai été fasciné aussi bien par des grands guitaristes comme Jimmy Page, des grands designers comme Raymond Loewy, qui avait travaillé pour la NASA, des grands plasticiens comme Robert Malaval. Donc je n'arrivais pas à avoir un quelconque cloisonnement. En fait, ma grande différence avec les autres designers et tout, c'était que, en général, la mode, c'est fait pour la fonction, pour le beau, pour l'esthétisme, pour le glamour, en quelque sorte. Et moi, j'aimais arriver, comme je l'ai précisé, pour le trouble, c'est-à-dire faire des vêtements que les gens ne comprenaient pas dans un premier temps. D'où ma démarche d'écrire sur des vêtements alors que personne n'écrivait. Ou de reprendre des œuvres d'art, de reprendre des œuvres d'art. Warhol. J'ai fait un manteau pour Iggy Pop qui m'a valu à l'époque 4 procès, puisqu'il y avait une poche Miro, une poche Mondrian et tout. Donc il y avait... j'étais encore dans une époque où il n'y avait pas de copyright. Hein. Alors, un couturier vous a influencé énormément dans votre carrière, André Courrèges. Oui. On vous a souvent comparé à lui. Pourquoi est-ce que pour vous, c'est la figure vraiment qui vous a influencé? Quand Courrèges m'a appelé dans les années 90 oui, vous avez travaillé avec pour venir avec lui, donc j'ai fait 2 collections avec lui. Il m'a dit, je vous appelle parce que vous ne faites pas de la mode, vous faites du style. Et en fait, je crois que c'est ça. Il y a une forme dans le travail d'André Courrèges d'intemporalité, d'ailleurs, qui est très bien relevée par les 2 jeunes stylistes qui ont repris les rênes de cette maison. Voilà, j'ai toujours aimé cette dimension hors temps, cette dimension spatio-temporelle qui fait que quand vous voyez un vêtement, quand vous voyez une œuvre, quand vous écoutez un son, vous n'avez pas d'idée qu'il appartienne à telle ou telle époque. Et puis alors une autre figure qui revient dans votre œuvre, c'est l'ange. On le voit aussi sur la couverture de ce beau livre. Il y a quelques années, vous avez commencé à dessiner à la craie dans les rues de Paris. Oui, il y en a un qui a 20 ans à la gare du Nord. Ouais, quelques années, à l'époque, j'étais directeur artistique d'un magazine qui s'appelait Fin de siècle, qui est un magazine vendu par des SDF. Et j'ai commencé donc à dessiner après avoir rencontré Keith Haring. Et la craie, bizarrement, c'est minéral. Mais c'est éphémère, mais à la fois, ça s'inscrit bien dans la pierre. Et depuis, oui, effectivement, je trace des anges dans Paris, dans Moscou. Alors, avec Instagram, on me les renvoie, donc ils voyagent. Et c'est très touchant, vous savez, parce que je crois que dans une époque aussi complexe que la nôtre, où on voit autant de drames apparaître, on est un peu l'ange de l'autre. Hein. Donc, l'ange, c'est une figure spirituelle. Voilà. Et puis, il y a un côté un peu enfantin. On retrouve aussi ça dans toute votre carrière. Il y a définitivement de l'enfance. Avec le manteau ours. Vous avez ce côté en ours en peluche. Vous avez ce côté Peter Pan, peut-être? J'ai un peu ce syndrome de Peter Pan. Hein. Mais j'aime beaucoup cette phrase de Cervantes qui dit « Garde toujours dans ta main la main de l'enfant que tu as été ». Et c'est vrai que l'enfance me touche, l'adolescence me touche. Et s'il y a une œuvre à laquelle je voudrais participer, c'est participer à la révélation. C'est pour ça que j'ai dédié mon livre à cette génération. C'est-à-dire que je crois qu'il faut apprendre à une génération à ne pas avoir peur et à comprendre qu'en fait, on peut parler de nos talents. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'artistes avec les téléphones portables, avec la possibilité de Photoshop, avec Garage sur n'importe quel Mac, on peut faire de la musique. Et je vois par exemple un artiste comme Flavien Berger, qui appartient à cette nouvelle génération. On a entendu sa musique. Il a commencé avec Garage, avec son Nintendo, à trafiquer des sons. Et vous restez connecté avec cette génération en étant vous-même ultra connecté, les réseaux sociaux. Vous êtes partout, vous avez fait cette application des Stick Arts. Oui, j'ai fait les Stick Arts, ça c'est formidable. C'est téléchargeable sur Line, qui est quand même un serveur très important comme WhatsApp. Et c'était l'idée de propager mes personnages, de propager mes anges et de dire en fait qu'on pouvait dialoguer avec un pouvoir spirituel et positif. Et encore une fois, être transgénérationnel. Ça, c'est très important. C'est très important de dire que demain est plus important qu'hier. Parce qu'on dit toujours... Moi, on me dit toujours « Ah, tu as vécu les années 80, tu as vécu 70. » De fait, j'ai préféré 70 parce que mais c'était pas toujours mieux avant. Et tout ça. Mais
demain est passionnant, vraiment extraordinaire. Vers le futur. On va finir avec un artiste d'aujourd'hui, mais de demain aussi, un de vos coups de cœur, Lescope. Vous avez choisi de nous parler de lui. Lescope, il appartient à cette génération, comme Calypso Valois, qui est la fille d'Élie et Jacquenot, qui ont un vrai son français. Hein. C'est le son des jeunes gens modernes, enfin je dirais, qui est post-moderne, après Étienne Dao. Et il a cette possibilité d'évoquer quelque chose de sombre aussi. Son premier single, Dans la forêt, était absolument troublant. Et là, Palmer, c'est vraiment une belle chanson. Il y a un très bon guitariste qui s'appelle Cédric Leroux et un vrai son international, quoi. On retrouve ce trouble qui vous touche dans l'art et qui oui. vous pousse à créer. Mais je crois que c'est la seule manière de parler du futur, c'est d'essayer de donner des vibrations positives. Hein. Vous nous en avez donné sur le plateau. Merci beaucoup. Merci, je suis bien entouré. Jean-Charles de Castelbajac, d'être venu nous parler. Je remontre votre vive l'avant-garde. Alors, livre. Fashion, Art and Rock'n'Roll. Il est accessible et surtout, je voudrais qu'il soit une source d'inspiration pour une génération à devenir. N'ayez pas peur. Vous les inspirez. Merci encore d'être venu nous voir. Merci à vous. Et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur France 24 ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de David Palmer, extrait du dernier album de Lescope, Echo. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Bien sûr qu'il t'a menti, t'a convoqué dans un boudoir. Il t'a promis toute une nuit, mais ne te laisse que le brouillard. Tu l'as voulu, tu l'as choisi, sa silhouette s'éloigne dans le noir. De toute façon, c'est ainsi que terminent toutes les histoires. Avec